Bonjour à tous, merci de cette invitation. Je suis ravie, je ne sais pas si je suis légitime pour vous parler parce que j'ai aucune théorie, j'ai jamais réfléchi de façon globale à ce sujet des limites et de la mesure ou de la démesure. Alors je vais simplement témoigner de mon parcours puisque Muriel a jugé qu'il était dans le sujet. Et puis que les limites, c'est quand même quelque chose qui m'a construit. D'abord parce qu'au départ, je les ai détestées. Quand j'étais petite, moi je viens d'une ville de province moyenne, d'une famille bourgeoise, provinciale. Je suis l'aînée d'une famille de médecins qui était super flippée parce que je suis la première fille. Ça fait beaucoup de bruit ce micro-voix, non? Ça vous fait mal aux oreilles, ce souffle? Ça va? Vous criez si vous n'en pouvez plus. Bref, quand j'étais petite, j'avais jamais le droit de sortir. On était dans une jolie maison avec un jardin assez grand. Et je passais tous mes étés dans ce jardin parce qu'on me disait mais dehors c'est trop dangereux. Mes parents c'était les médecins de la ZUP, de la zone un peu populaire de la ville, ce qui n'est pas non plus une banlieue qui est trop chaude, hein, mais ils avaient peur pour moi, ils me disaient dehors c'est dangereux, il faut que tu restes là, c'est pour ton bien. Et du coup, je passais mes 2 mois d'été dans le jardin à essayer de regarder derrière le portail ce qui se passait, ce qu'il y avait à l'extérieur, tout ce qui m'était interdit et pourquoi c'était si dangereux. Alors je voyais des jeunes dans l'arrêt de bus qui buvaient des bières, qui écoutaient de la musique fort et je me disais « Oh, ça a l'air génial de l'autre côté !» Et comme je m'ennuyais pas mal, je rêvais beaucoup à ce que je ferais plus tard. Je pense que l'ennui, vous le savez, c'est une des conditions importantes de la création. Et je me disais, quand je serai grande, je serai, ce que vous disait Muriel, chanteuse, écrivain, photographe, voyageuse. Ce à quoi on me répondait, c'est super, ouais, et puis tu trouveras aussi un vrai métier, un métier qui te permettra de gagner ta vie. Et puis moi, j'écoutais moyennement, je me disais, oui, je leur prouverai que c'est possible. Et puis en fait, les limites, il y en a toujours des nouvelles qui arrivent. Une fois que j'ai eu le droit de sortir, un peu plus âgée, et de choisir ce que je voulais faire comme étude, je me suis retrouvée un peu dans l'impasse. Je suis allée voir un conseiller d'orientation pour lui demander qu'est-ce que je peux faire pour avoir ce métier pluriel. Et il m'a répondu, vous adorez voyager, vous êtes forte en langue, vous êtes entreprenante, faites une école de commerce, comme ça, vous pourrez tout faire. On a ça en commun du coup, chère Flore. Et puis j'ai passé les concours et je suis rentrée en école de commerce. Et d'un coup, la limite, c'était la norme. C'est-à-dire que je suis bonne élève quand même un peu, j'ai ce côté un peu faillotte. Et puis je me suis intégrée. Intégrée, c'est le mot qu'on emploie dans les écoles. Et tellement bien intégrée que j'ai fait des stages chez L'Oréal et que ça se passait super bien et qu'ils me proposaient des pré-embauches et que j'étais prête à accepter jusqu'à ce que j'ai un accident de voiture qui aurait pu être une limite mais qui a été pour moi un énorme tremplin. Vous devez voir ça souvent chez vos patients, c'est un peu absurde d'avoir besoin de déclics violents pour se rendre compte qu'il n'y a pas de temps à perdre, mais c'est classique et c'est cliché, mais c'est ce qui m'est arrivé. C'est que d'un coup, à 20 ans, j'ai pris conscience de ma mortalité. Ça me semblait éternel, j'avais l'impression que 80 ans, c'était dans tellement longtemps que j'avais tout le temps de réaliser ces rêves d'enfant. Et je disais toujours que je les ferais après le travail, après tout ça. Après les études, après la sécurité. Et puis d'un coup, j'avais quelque chose en face de moi qui me disait c'est peut-être déjà trop tard, t'as 20 ans et t'as peut-être déjà trop attendu. Et du coup, j'ai changé pas mal de choses. Je suis partie étudier aux Philippines, dont je reviens du coup, là, mais c'est un concours de circonstances. Et là-bas, je travaillais dans une prison pour jeunes femmes. C'était des femmes qui avaient été prostituées, qui avaient été à la rue, qui étaient enfermées pour des raisons variées, mais qui se retrouvaient à 30 dans 30 mètres carrés et qui du coup en ressortaient toutes dans des conditions assez terribles. Et je participais à des cours qu'on leur donnait et on leur proposait d'intégrer un foyer pour reconstruire un parcours professionnel à la sortie. Et j'étais épatée par ces filles qui avaient eu un passé aussi douloureux que le leur et qui arrivaient à transformer les choses et à s'accomplir. J'ai assisté, par exemple, il y a une des femmes qui est devenue médecin quand j'étais là-bas et elle ne comprenait pas que je sois épatée par leur positivisme, par leur enthousiasme avec ce qu'elles avaient vécu. Et je me suis dit, ce serait chouette pour nous, occidentales, qui sommes dans nos zones de confort, on se trouve plein d'excuses pour pas oser, ce serait très bien de témoigner de ce genre de parcours. Et puis ça permettrait de valoriser les personnes dont on parle, puisque ces jeunes Philippines ne comprenaient pas que moi ça m'étonne et que ça m'épate, ce qu'elles avaient traversé et ce qu'elles avaient surmonté surtout. Et donc j'ai eu l'idée de partir faire un tour du monde avec une amie pendant 14 mois, un tour du monde qui s'appelait 81 femmes, puisqu'on est allé interroger, rencontrer 81 femmes de notre âge. Donc je suis née en 81, c'était des femmes de 25 ans à l'époque, des femmes qui n'ont pas besoin de déclic forcément aussi violents pour prendre le risque d'essayer de réaliser leur projet.
Alors on est allé voir des femmes qui sont artistes, sportives de haut niveau, leaders politiques, entrepreneuses, mais des femmes qui sont parfois dans des contextes difficiles et a priori défavorables. On est allé dans des déserts, dans des bidonvilles, dans des prisons, rencontrer ces femmes. Je vous donne un exemple, parce qu'il y en a donc 81, si ça vous intéresse, on en a fait des portraits, j'en ai fait un livre aussi. On est allé dans une prison, par exemple en Équateur, rencontrer une jeune femme qui s'appelle Véronica, qui est argentine, et qui est en prison depuis 8 ans parce qu'elle portait de la drogue pour son compagnon. Il y a plein de femmes qui font ça en Amérique latine, on les appelle les mules, et elle s'est fait arrêter, et elle a des enfants à Buenos Aires, qu'elle n'avait pas vus donc, depuis 8 ans quand on l'a rencontrée. Elle était prof d'histoire géo dans son pays, et là elle se retrouve d'un coup incarcérée dans cette prison, à Quito, sans date de sortie, parce qu'elle n'avait pas eu de jugement, et c'est assez souvent le cas. Et quand elle est arrivée dans la prison, elle a découvert qu'autour d'elle, tout le monde se prostituait. C'est-à-dire que c'est des prisons beaucoup plus ouvertes que chez nous. Pendant la journée, les femmes peuvent se déplacer librement à l'intérieur de la prison. Donc elles s'arrangent entre co-détenus pour se laisser des cellules libres, et les visiteurs viennent avoir des passes 10 fois moins chères qu'en ville, et ça leur permet d'avoir une source de revenus pour s'acheter autre chose que le riz et l'eau que fournit la prison, qui sont juste la base de ce à quoi elles ont droit si elles ne payent pas. Et donc Véronica arrive là-dedans, et elle se dit, je vais mourir, moi je vois pas d'issue, je vais plus voir ma famille, j'ai pas du tout envie de me prostituer, je vois pas d'échappatoire. Et puis elle s'est dit, ça j'ai pas le choix, ça c'est la limite qu'on m'impose, ça c'est celle que je dois accepter ou mourir, mais en tout cas je peux pas la changer. Mais quelle est la marge de manœuvre que j'ai à l'intérieur de cette situation pour me réaliser quand même? Et elle a eu l'idée, qu'elle a choisi la deuxième option, si je vous en parle, vous vous en doutez. Elle a décidé de créer une école dans la prison pour les enfants qui vivent avec leur mère, puisqu'il y en a, parce qu'elle était prof, donc c'était un écho à sa vocation. Et elle a créé un journal pour que les femmes puissent s'exprimer d'abord, et puis qu'elles puissent avoir une source de revenus autre que la prostitution. Parce que ce journal est vendu via des associations partout dans le pays, et ça leur a permis d'arrêter de se prostituer pour avoir un peu d'argent. Et ce qui était intéressant dans cette rencontre, et en général toutes les rencontres de ces 81 femmes, c'est que, au fond, elle a fait de cette limite un atout. Elle nous a dit, aujourd'hui, sortir serait presque plus douloureux que rester, parce que j'ai trouvé ma voie ici, j'ai l'impression de servir à quelque chose, je suis heureuse. J'aurais jamais pensé pouvoir l'être, mais je suis heureuse. Alors peut-être que vous mettrez derrière ça des mécanismes psychologiques de transformation, d'acceptation des choses, peut-être. Mais en tout cas, elle avait vraiment ce ressenti d'être à la bonne place dans ce contexte qui, a priori, n'était pas du tout favorable. Donc je suis rentrée de ce voyage-là, j'ai fait un livre qui s'appelle Same Same But Different. Et là on m'a dit, donc maintenant tu es écrivain. J'ai dit mais non, je ne veux pas être juste écrivain, je veux toujours être écrivain, photographe, voyageuse, c'est-à-dire pouvoir changer d'outil librement. Et là la limite à laquelle j'ai été confrontée, c'était la limite de la case. En France et dans pas mal de pays, notamment en Europe, c'est pas le cas partout, on veut absolument pouvoir répondre qu'on a un métier. Et il en faut des spécialistes, et moi j'admire le fait qu'il y en ait et qu'il y en ait beaucoup dans cette assistance. Il faut juste se connaître. Moi je ne suis pas spécialiste. J'adore toucher à tout, être débutante, pas trop bien savoir comment faire, et improviser, avoir cet œil neuf. Sauf que c'est pas très bien accepté. C'est-à-dire qu'il faut faire vraiment ses preuves avant de pouvoir dire non, mon métier il est pluriel, j'ai pas un seul métier, je veux faire ça. Donc pour pas trop écouter ceux qui me disaient donc maintenant tu vas faire que des livres, je suis partie faire une tournée de musique au Canada. Et là-bas, je vais vous parler un peu d'intime, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, en tout cas pas trop en début d'après-midi. J'ai rencontré quelqu'un, un garçon. Je savais que j'allais vous réveiller avec des histoires un peu perso. Et c'était très chaste, vous serez peut-être un peu déçus par la suite. Il vient me voir en concert, on sort du concert, et il me dit « Viens, je vais t'emmener boire un verre ». On arrive à sa voiture, et là, sa voiture s'est fait éclater. Il y a du verre partout, et au lieu de s'énerver comme tout le monde l'aurait fait, lui, il prend un bout de verre, me le met sur le doigt, et me dit « Je vais te faire une bague avec ». Je dis « Oh, c'est romantique ». Il y a eu plein de trucs un peu cucu comme ça, c'était très platonique. Mais je rentre en France, je raconte cette histoire à mes amis, qui me disent « Oh, c'est magnifique, c'est super beau, c'est poétique. Et alors, est-ce que vous allez vous revoir ?» Et quand j'ai répondu « Non » ou « Je ne pense pas », peu importe, pour elle, ça ne comptait plus. C'était comme si cette histoire... voilà. Et du coup, j'ai eu une idée la nuit suivante, et je me suis dit « Tiens, je vais essayer de poser la question du paradoxe de ma génération,
qui prétend ne pas vouloir s'engager, vouloir être libre, et qui en même temps lie toujours la valeur à la durée dans une relation amoureuse. C'est-à-dire que dès qu'on rencontre quelqu'un, on nous demande ça fait combien de temps, et tu crois que ça va durer, est-ce que c'était le bon, enfin, avec ce mythe encore du prince charmant, de la princesse charmante, de l'unique. Et je trouve ça étonnant, parce qu'on dit s'en être affranchi. Et du coup, j'ai eu l'idée de partir en quête de toutes les personnes que j'ai aimées depuis que je suis née. Alors ça fait 24, parce que j'ai choisi la métaphore du cadran. Vous réagissez à peu près comme ma famille quand je leur ai dit ça, c'est-à-dire, ils ont ri, mais eux plutôt jaunes, et on m'a dit « mais on va penser que t'es une salope ». Et parce qu'on est une femme, parce qu'on n'a pas le droit d'aimer pluriel, alors que 24, c'est une métaphore, c'est le cadran, ça inclut mon père, un amoureux d'enfance, quelqu'un à qui je ne l'ai pas dit, quelqu'un qui n'a pas voulu, une femme, c'est toutes les personnes que j'ai aimées dans l'instant. Ça s'appelle « Je t'aime maintenant », puisque ça met tout le monde sur un pied d'égalité, qu'on soit resté ensemble, pas ensemble, que ça a existé ou pas existé. Et cette fois, la limite, une fois que j'ai dépassé celle des autres, qui me disaient « tu peux pas faire ça, t'imagines ce que les gens vont penser, t'es dingue hein ?» Je me suis dit « peu importe ce qu'on pensera, pensez ce que vous voulez, moi je pense que nous avons tous aimé au pluriel. » Ensuite, j'ai créé mes propres limites. C'est-à-dire que j'ai mis des règles. La limite, c'est aussi la règle du jeu parfois. C'est aussi quelque chose qui nous structure. En tout cas, dans les choix que je fais, qui sont des choix, disons, sinueux, puisque je fonctionne par projet, et ben mettre des règles, c'est une forme de construction, c'est un peu aussi une voie. Et j'y obéis volontiers quand c'est moi qui les pose. C'est pas du tout la même chose. Et donc pour Je t'aime maintenant, eh ben, c'était très structuré, presque mathématique. Un chapitre, c'était 1 heure, il y avait 24 heures, et je les retrouvais et je les photographiais, ces 24 personnes. C'était un travail sur la confrontation du souvenir au présent. Et donc j'ai sorti ce livre, et pendant ce livre, je suis allée faire une photo dans mon école primaire, ce dont Muriel vous parlait un peu tout à l'heure, et j'ai retrouvé mon école primaire à l'abandon, ce qui a inspiré le 3e livre, qui s'appelle « Qui a tué Jacques Prévert ?», qui est un livre de photos. J'ai un peu accéléré cette partie. Pour vous dire, je me suis mise à faire des photos, que j'ai eu un prix pour ce livre, dont les photos étaient exposées à la BNF, et que du coup, tout le monde m'a dit « donc maintenant, ça fait 2 livres avec des photos, tu es photographe ». Et donc j'essaie toujours de me défaire de tout ça, même si c'est pas très facile. Et je me suis dit, comment répondre à ces gens-là ? Il faut que j'arrive à trouver une formule globale pour résumer mon métier, parce que c'est inacceptable de dire que je veux continuer à toucher un peu à tout. Donc j'ai dit que j'inventais des histoires vraies. Ça veut pas dire grand-chose, mais en tout cas, ça arrive à résumer un peu tout ça. Et on m'a répondu, oui, c'est super, mais maintenant, quand même, t'as 30. Bon, je viens d'avoir 33 ans, je vous le dis. T'as 33 ans, c'est presque l'âge d'homme dont parlait Léris, qui est 34 ans, c'est l'âge de s'installer, peut-être de faire des enfants. Tu penses pas à faire des enfants ? Je dis, écoute, je ne sais pas, mais en tout cas, je pense qu'il est surtout l'âge de continuer à jouer, de vieillir sans trop ternir. Et du coup, pour répondre à ces gens-là, je me suis dit, par exemple, il y a un voyage que j'ai jamais fait, c'est que j'ai jamais voyagé en stop. Et là, pour les gens, le stop, c'est dépassé, c'est pour les hippies, c'est dans les années 70, ou les gens fauchés, ce qui n'est plus mon cas, même si ça l'a été longtemps, puisque une des limites à tout ce que je fais, ça a quand même été l'argent, et c'est l'excuse derrière laquelle, c'est une parenthèse, hein, je digresse un tout petit peu, c'est quelque chose derrière laquelle les gens se réfugient souvent, en disant oui, mais toi, t'as de la chance, c'est formidable, mais bon, moi, je suis pas Crésus, comment tu fais pour assurer le matériel ? Eh ben, moi j'ai vécu, je vous le dis clairement, hein, j'ai vécu du RSA pendant 5 ans et je vivais quand même bien parce que je faisais quelque chose qui me plaisait. Alors j'étais pas riche, mais je me débrouillais et d'ailleurs je remercie vraiment la France, le fait d'être née dans un pays qui m'a évité d'être caissière au Monoprix et de laisser tomber tout ça, puisqu'aujourd'hui j'en vis et je rends largement à la société ce qu'elle m'a permis de tenter. Mais bref, c'est une autre histoire. Et donc je reviens au stop. Je fais du stop, donc pas parce que je n'ai plus d'argent, puisqu'aujourd'hui tout va bien pour moi, j'ai de nouvelles chaussures. Mais parce que je trouvais important de répondre aux peurs des autres. C'est-à-dire qu'après l'histoire de « on va dire que t'es une salope », ça, quand j'ai dit que j'allais faire du stop avec une amie, on m'a répondu « tu vas te faire violer ». Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on nous dit ça ? Parce qu'on a peur de se faire violer, on ne prend pas le risque de sortir. Si on fait ça, c'est donner raison aux violeurs. Ils ont déjà gagné, quoi. C'est-à-dire qu'ils me laissent enfermer chez moi. Ils me remettent derrière le portail que j'avais quand j'avais 5 ans. Je pense que c'est important de prendre le risque, c'est être libre aussi. C'est pas se laisser impressionner par les peurs qui nous entourent. Et on voyage, tout à l'heure,
Aniva disait qu'elle s'habillait comme les gens des pays qu'elle visitait parce qu'elle cherchait à être discrète. Nous, c'est un peu différent ce qu'on fait. On fait des articles journalistiques, mais c'est beaucoup plus léger. Et on reste comme on est. Et on y tient beaucoup. C'est-à-dire qu'on voyage, il fait très chaud, on fait ça l'été, on fait ça 28 jours tous les étés. C'est un cycle de femme, c'est un symbole. Ça fait 3 ans qu'on le fait. Et on voyage en jupe, parce qu'il fait enfin, quand on a envie, quoi, mais on voyage en jupe, en short, parce qu'il fait 45 degrés dans les Balkans l'été et que c'est comme ça. Et on fait confiance, on n'a pas peur des autres. On se dit que quand on a confiance et qu'on mesure quand même un peu son risque, c'est-à-dire qu'on a des règles, on a 2 règles qu'on se fixe, c'est jamais la nuit et faire confiance à son instinct. C'est-à-dire que si on a une de nous deux qui le sent pas, on monte pas. Avec une excuse un peu bidon du genre on monte qu'avec des femmes, parce qu'il faut, on monte qu'avec des hommes qui nous inspirent confiance. Et on part, donc 28 jours, on a fait Paris-Istanbul, Berlin-Odessa, et cette année je reviens d'avoir fait Athènes-Helsinki en 28 jours. Et on s'appelle les petites poussettes parce qu'on fait du pouce, et que comme le petit pousset, on sème des galets dans chaque voiture. On laisse un petit caillou symbole avec un dessin dans chaque voiture qui s'arrête, comme le symbole de la pierre à l'édifice qui porte à ce projet. Et au fond, les limites, je me suis beaucoup posé la question par rapport à ce sujet. Au départ, elles ont été mes ennemies, et je me rends compte qu'au fond, elles ont été des alliées, parce qu'elles m'ont permis d'y répondre. Ça m'énerve, alors c'est peut-être mon côté un peu rebelle, mais quand on me dit « tu n'as pas le droit de faire ça parce que c'est dangereux, il ne faut pas que tu ailles là parce que tu prends un risque », j'ai l'impression que je ne peux pas écouter ça, que si tu laisses la peur dicter tes choix, tu lui donnes trop de pouvoir. Tu donnes trop de pouvoir aux craintes des autres. Du coup, il y a ça, d'une part, et d'autre part, les limites, celles qu'on ne peut pas éviter, il y en a quand même pas mal sur nos chemins, eh ben, elles apportent de la surprise. Je vous donne un exemple. Il me semble que pour arriver quelque part, il faut se lancer, il faut partir, et pas être fermé à la déviation. L'exemple du week-end. C'est comme ça quand j'écris, par exemple, ou quand on crée n'importe quoi. Il faut commencer à faire un geste pour ensuite pouvoir un peu dévier de l'idée initiale. Mais l'important, c'est le premier pas, c'est le départ, c'est la destination. C'est se dire, je veux faire ça. Et puis peut-être que je changerai d'idée, mais en tout cas, je démarre. C'est ce qui se passe quand tu veux, par exemple, partir en week-end. Un exemple tout à fait quotidien. On est dimanche, on a envie de faire une activité. Alors soit on reste chez soi et on regarde sur Internet pendant des plombes, où est-ce qu'on pourrait aller, qu'est-ce qu'il y a de sympa à voir, où est-ce que ce serait mieux, quel chemin. Et puis la météo change, il se met à pleuvoir et finalement on reste chez soi parce que on a attendu trop. Soit on part, on se dit bah tiens je vais aller à Fontainebleau et puis en fait en chemin on va faire un détour parce que on a vu une ruelle qui nous inspirait ou autre chose. Mais l'important c'est la destination, c'est se fixer un projet, un objectif et ensuite à partir des limites de naviguer un peu, de slalomer pour laisser la place à la surprise. C'est ce que j'essaie de faire et pour moi les limites maintenant sont plutôt des tremplins que des portails. Voilà. Et j'essaie de continuer à jouer et à jouer sérieusement parce que je fais beaucoup de travaux avec des jeunes. J'écris en ce moment une pièce de théâtre sur la jeunesse européenne, c'est une commande. Bref. Et je les interroge sur ce qu'est être adulte. Et c'est terrible, c'est des jeunes de 14 ans qui me disent tous qu'être adulte, c'est la fin de l'insouciance, c'est payer ses impôts. Un jeune de 13 ans m'a dit être adulte, c'est payer ses impôts. Et ben moi je trouve qu'être adulte c'est génial, parce que c'est quand on a su garder les mêmes rêves que ceux qu'on avait enfants, et ben c'est avoir les mêmes rêves, mais avoir le pouvoir de les réaliser, c'est-à-dire être pris au sérieux. C'est ce que j'essaie de faire, alors peut-être que ça peut paraître trop léger ou superficiel, ouais, mais c'est mon combat à moi, de dire qu'on peut vieillir sans devenir trop raisonnable, sans se flétrir, se ratatiner et se dire que le jeu c'est une affaire très sérieuse. Quand on voit des enfants, si vous en avez, ou si vous travaillez avec des enfants, vous voyez bien qu'il y a des règles dans le jeu. C'est pas du tout pris à la légère. C'est vraiment, toi t'es le flic et moi je suis celui qui est poursuivi. J'ai une jambe de bois et si celui qui a la jambe de bois oublie qu'il doit boiter, c'est foutu. Le jeu est flingué, quoi. Les règles, c'est ce qui constitue le jeu. Mais ce qui me semble important, c'est de les poser soi-même et de rebondir sur celles qui nous sont imposées, mais pas de se laisser totalement inhiber par elles. Voilà, je vous remercie beaucoup.